L'atelier politique avec Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Dans cette émission, nous essayons de prendre le temps dont parfois le tumulte de l'actualité nous prive, le temps de la réflexion, de l'analyse, de la mise en perspective avec l'ambition de comprendre ce qui nous arrive et peut-être aussi ce qui s'annonce. Et ce soir, nous sommes avec Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national, députée de la 11e circonscription de la Gironde. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Nous sommes ensemble pour environ 40 minutes. Vous aurez donc du temps pour développer vos idées. Et cette émission s'appelant l'atelier politique, je vais vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, et je vais sans doute vous surprendre, puisque pour être parfaitement honnête, je préviens certains de cette question, mais à vous, je ne l'ai pas fait. Je vais vous demander, comme dans un atelier, généralement, il y a des outils. Est-ce que vous avez un outil de prédilection ? Question piège. Alors non, mais je vais vous dire ce qui ne fait pas partie de mes outils de prédilection. Vous allez répondre à l'envers. Voilà, je vais répondre à l'envers. Je ne cuisine pas, je ne jardine pas, je ne fais pas de couture. Voilà, mais il doit bien rester quelque chose à la fin. Bon, le téléphone mobile, par exemple, ça Le c'est téléphone, la réponse voilà. aujourd'hui Très la bien. plus facile. Voilà. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur son téléphone. On peut dire, Edwige Diaz, que rien ne vous prédestinait à rejoindre le Front National, puis qui est devenu le Rassemblement National, puisque si ce que j'ai lu est juste, votre grand-père paternel était un sympathisant communiste espagnol. Alors non, c'est une erreur sur j'ai ma bien page fait de Wikipédia. prendre des précautions. Oui, Oui, mais il n'y a avez pas bien que là que fait. je l'ai vu, pour être honnête. Oui, parce qu'en fait, ça a été repris. Oui. C'est un article de Sud-Ouest à la base Oui. qui a commis une petite erreur et ça a été repris par Wikipédia. Donc en fait, non, j'ai mon père qui est d'origine espagnole, c'est pour ça que je m'appelle Diaz. Oui. J'ai mon arrière-grand-père du côté de ma mère qui, en effet, était communiste. Et je pense savoir que ma grand-mère maternelle a aussi voté communiste à plusieurs reprises. Bon, donc l'information est juste... c'est une fusion, voilà. Une erreur d'une génération. Mais En fait, fondamentalement, c'est côté père et mère. vous avez des ascendants communistes. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, mon arrière-grand-père maternel. D'une manière générale, la politique était-elle très présente dans votre famille, Pas dans du tout. votre enfance? Non, pas du tout. Moi, je m'y suis toujours intéressée, mais modestement, dans le sens où, quand j'étais à l'école primaire, j'étais conseillère municipale des jeunes, et puis ensuite déléguée de classe. Et puis, en fait, c'est un petit peu la politique qui est revenue à moi, puisque quand j'avais 19-20 ans, au moment de l'élection municipale de 2008, donc j'avais 20 ans, eh bien on m'a proposé, parce qu'en fait j'étais membre du comité des fêtes du village de ma mère, qui s'appelle la commune de Salles, en Sud-Gironde. Eh bien dans ce comité des fêtes, il y avait des personnes qui constituaient une liste, et on m'a demandé si je pouvais, si j'acceptais de contribuer à la liste. Oui. J'ai dit oui. Mais alors, vous le disiez, finalement, votre goût quand même pour la politique s'est manifesté assez jeune. Vous en avez parlé, élu au conseil municipal des jeunes Oui. à Salles, À déjà, Salles, donc, c'est ça. dans le sud de la Gironde. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez J'étais en primaire? Oui, j'étais en, je sais plus, CM1 ou CM2, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous avez des souvenirs de cette expérience? Ah oui, c'était solennel. Il y avait eu un vrai vote avec des isoloirs, des bulletins de vote. On avait fait campagne. Et puis, on s'est retrouvés à plusieurs. Je me souviens plus combien on était. Mais on s'est retrouvés dans la salle du conseil municipal de la mairie, en le fait. vrai. Le vrai. Oui. Et on s'est retrouvés, donc un certain nombre de jeunes. Et oui, c'était très solennel. En tout cas, moi, pour les souvenirs que j'en garde, oui, ça m'a marqué. Mais vous diriez que c'est là que vous avez attrapé le virus ou pas? Non, en fait... Non, moi, si je peux appeler ça le virus, mais même si ça a une connotation pas Le tellement déclic, positive, alors, si mais vous voilà, le préférez. déclic. Oui. J'ai même envie de vous dire la révélation, en fait. Je l'ai eu quand je me suis rendue en Corrèze pour Ouais. assister à un meeting de Marine Le Pen. On va en parler dans un instant. Mais alors, avant cela, en 2007, vous avez voté pour Nicolas Sarkozy. Oui, Et vous avez d'ailleurs ensuite adhéré à l'UMP, oui. Qui est l'ancêtre des Républicains. Vous Ouais. n'y êtes resté qu'un an, je crois. Oui, quelques temps, parce qu'en fait, assez Qu'est-ce peu de qui temps, vous a puisqu'en- déçu? Alors, comme beaucoup de Français, j'ai voté pour Monsieur Sarkozy, donc c'était ma première élection présidentielle. Ouais. Enfin, J'ai vous voté... voulez dire la première fois que vous étiez La première en fois que âge je de voter, votais, quoi. oui, tout à Ouais. fait. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc j'ai voté pour lui parce que je croyais au travailler plus pour gagner plus.
Je croyais au Karcher, je croyais qu'il avait des convictions et puis, finalement, je me suis assez vite rendu compte, que, ce qu'il avait promis n'arrivait pas, hein, que c'était une forme de trahison. Et puis en 2012, je voulais pas revoter pour lui parce qu'en fait, j'avais l'impression, ouais, d'être trompée et j'ai lu le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle Mmh. sans a priori. Et quand j'ai lu le programme de Marine Le Pen, je me suis dit, c'est exactement ça que je pense, c'est exactement ça qu'il faut pour le pays. Et donc j'ai voté, je pense pour la première fois dans l'histoire de ma famille, je ne sais pas en fait, mais j'ai voté pour Marine Le Pen en 2012. Mmh. Alors, en effet, vous votez donc en 2012 et vous racontez, donc vous l'évoquiez il y a quelques instants, que ce qui vous a conduit à vous engager à ce qui était encore à l'époque le Front National, Oui, mais déjà sous la houlette de Marine Le oui, Pen. C'est ce meeting c'est ça. de Marine Le Pen auquel vous assistez en 2014 en Ouais. Corrèze. Est-ce que ça signifie que ce jour-là, la dimension humaine, l'incarnation, a pris le dessus sur les idées et le programme? Là, c'était un cumul. En fait, Ouais. donc j'avais déjà voté pour Marine Le Pen, donc j'avais déjà épousé ses idées. Mhm. Je pensais déjà que c'était ce programme-là qu'il fallait Mhm. appliquer pour le redressement du pays. Et quand j'ai vu cette incarnation, quand j'ai vu cette femme sur scène, à la fois charismatique et à la fois sincère, et aujourd'hui je peux le confirmer puisque j'ai l'honneur de travailler avec elle régulièrement, donc je confirme que mon impression d'il y a plus de 10 ans était la bonne. Eh bien, oui, quand je parle de révélation, oui, c'est ce que j'ai eu. Vous voyez, vous avez un peu la chair de poule, un peu les larmes Mhm. qui montent aux yeux. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ça qu'il faut pour le pays. Et après, l'engagement, vraiment, ça a été un concours de circonstances. Je connaissais quelqu'un de la sécurité qui connaissait quelqu'un qui a pu me faire me faufiler. Vous savez comment ça se passe, hein, les meetings de Marine Le Pen, il y a beaucoup de monde qui veut Mhm. faire Mhm. sa photo. Et en fait, on m'a amenée jusqu'à Marine. Je ne savais pas quoi lui dire. J'étais très impressionnée parce que c'est une femme impressionnante. Je lui ai donné ma carte de visite parce qu'à l'époque, j'étais à mon compte, donc j'avais ma carte de visite sur moi. Et je lui ai donné ma carte et quelques semaines après, on m'a rappelé. C'est Jacques Colombier, qui était à l'époque le délégué départemental de la Gironde, qui m'a appelé et qui m'a dit, écoutez, rencontrons-nous, est-ce que vous voulez prendre votre carte? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, Voilà. vous ne saviez pas quoi lui dire. Vous ne lui avez pas parlé de chat parce que c'est une. Non, Vous ne saviez peut-être pas à l'époque qu'elle avait la passion des chats parce que c'est une passion que vous partagez. oui, oui, tout à fait. Moi, j'en avais déjà à l'époque. Elle en avait certainement aussi, mais on n'avait pas parlé de ça. Et aujourd'hui, ça nous arrive, oui, d'en parler. Aujourd'hui, c'est par moment l'objet de certaines discussions. Oui, mais comme tous les passionnés de chats avec qui on apprend qu'ils ont des chats. Donc voilà, tous les passionnés de chats aiment parler de leurs chats, Et de leurs vous bébés avez chats. Et toutes voilà. les deux, et vous la première, passé le diplôme enfin Oui, une c'est ça, le certificat de qualification, un diplôme, capacité. je ne Ouais. sais pas, Oui, c'est ça, certificat de capacité. d'éleveur ou Et d'éleveuse oui, de tout à chats. fait, c'est Ouais. une obligation légale. On va marquer une respiration musicale, Edwige Diaz, dans cette émission, avec un titre que vous avez choisi. Vous m'avez dit j'aime beaucoup, et d'ailleurs c'est vous qui avez choisi précisément ce que nous allons écouter, mais quand je vous ai demandé, vous m'avez dit j'aime bien les vieilles chansons françaises. Oui. Et donc là, en l'occurrence, on est au cœur de cela, puisqu'il s'agit d'Édith Piaf, avec Je ne regrette rien. Rien, zut alors à la seconde, Édith Piaf, Édith Piaf évidemment. Elle signifie quelque chose de particulier pour vous cette chanson? C'est aussi une manière de dire que vous ne regrettez rien dans la vie, vous êtes une femme qui agit et qui n'a pas de regrets? Oui, c'est un peu ça. Bon, c'est une chanson dont j'apprécie avant tout le rythme, voilà, la chanteuse, la voix. Je trouve que c'est une chanteuse voilà, L'époque qui vraiment. aussi? Bon, je suis pas nostalgique d'une époque ou quoi que ce soit, mais je Et trouve d'ailleurs qu'à vous n'avez l'époque pas on connu en faisait. Bah oui, l'occurrence. voilà, c'est ça, hein. Mais non, je trouve voilà que c'est une artiste française qui contribue au rayonnement de la France. Partout dans le monde, les gens connaissent Édith Piaf ou alors les mélodies de ses chansons. Et donc, c'est pour ça que j'aime voilà, ce type de musique et cette chanteuse. Et là, en particulier, les paroles, oui, en effet, je pense que dans la vie, voilà, il faut pas regretter, il faut avancer. Et moi, pour ma part, je n'ai pas de regrets et je suis très comblée par ce que je fais aujourd'hui. On va revenir, Edwige Diaz, à votre regard sur la France d'aujourd'hui. Le Premier ministre a présenté mardi dernier ses grandes orientations budgétaires dans la perspective du projet de loi de finances 2026 qui sera examiné à l'Assemblée nationale à l'automne prochain. François Bayrou a commencé son propos par un rappel de ce qui est arrivé à la Grèce en 2015. Est-ce que ce parallèle vous a paru pertinent ou excessif? Non, oui, je trouve en effet que c'était inopportun.
Monsieur Bayrou, finalement, essaye d'utiliser une stratégie à laquelle les macronistes nous ont bien habitués depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est la stratégie de la peur, où on essaye en fait de dire aux Français, écoutez, il n'y a que ça comme solution, donc vous allez payer, vous allez devoir vous sacrifier, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative. Et je pense que ça ne prend plus dans l'opinion publique. Vous voyez, hier, j'étais en déplacement dans les Landes et j'étais sur le marché d'une commune qui s'appelle Agetmo. Le soir, je tenais une réunion publique dans un autre village qui s'appelait Saint-Sevé. Et en fait, les Français, les Landais en l'occurrence, nous ont dit ça suffit, quoi. Voilà. En fait, il n'y a pas de remise en cause de ce gouvernement. Ça fait 8 ans qu'ils sont ici. Ils n'ont fait que taxer les Français, baisser leur pouvoir d'achat. On n'a jamais eu autant de pauvres, malheureusement, dans notre pays. Et là, ils viennent nous dire on va s'en prendre à ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé ou même ceux qui voudraient travailler. Mais sur le diagnostic, puisque c'est de ça que je parlais quand il fait le parallèle avec la crise grecque et qu'il dit c'est la dernière station avant la falaise, ou qu'il dit un peu plus tard dans son allocution, je le cite, le pronostic vital de la France comme État, comme nation est engagé. Sur le diagnostic, est-ce qu'effectivement il est minuit moins une avant la catastrophe quand on regarde l'état des finances publiques? Alors c'est possible, mais je vais vous dire que je ne peux pas être très catégorique parce qu'en fait ça fait maintenant 3 ans moi, que je suis députée à l'Assemblée nationale et en fait chaque année on a l'impression que le gouvernement nous ment sur les prévisions de croissance, sur le niveau du déficit, sur la dette, etc. Donc je pense que peut-être même que la situation est pire que ce qu'ils annoncent, puisque chaque année, en fait, les prévisions sont encore, sont pas assez alarmistes, en fait, ce que j'ai envie de vous dire. Mais ce que je vois, en fait, c'est que M. Bayrou ne se remet pas en question. En fait, il nous dit qu'il va redresser la tendance, sauf qu'il utilise les mêmes recettes, sauf que les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Et sans changement de paradigme, il n'y aura pas d'évolution. Et moi, je considère qu'on ne peut pas changer de paradigme, on ne peut pas changer de politique avec les mêmes politiques. C'est pour cette raison qu'au Rassemblement national, nous disons incarner l'alternance, une véritable alternative. Et je suis profondément convaincue de cela, parce que nous avons un autre logiciel, nous avons d'autres méthodes à proposer aux Français. Nous leur soumettrons à l'occasion des prochaines élections. Et j'espère sincèrement, pour le redressement de notre pays, que les Français nous feront massivement confiance pour que nous puissions appliquer notre programme. Alors, le Premier ministre a présenté 2 plans pour répondre à cette situation qu'il a décrite donc comme catastrophique et extrêmement préoccupante. Le premier plan intitulé Stop à la dette et l'autre nommé En avant la croissance. L'objectif de l'ensemble des mesures que contiennent ces 2 plans, c'est de réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies, précisément 43 milliards 800 millions sur l'année 2026. L'une des mesures qui suscite le plus de réactions, c'est la suppression de 2 jours fériés qui pourraient être, en tout cas il a lancé ces noms en disant je suis prêt à en entendre d'autres, mais je propose cela, le lundi de Pâques et le 8 mai. Est-ce que cette idée est si incongrue, si révoltante que ne le disent toutes les formations de l'opposition, encore une fois, compte tenu de l'état de nos finances? Alors déjà, sur les formules que vous avez employées, je ne sais pas si vous pouvez les répéter, mais dites-moi. en avant vers la production. Oui, alors, stop voilà. à la dette, Oui, c'est ça. premier plan, et en avant la croissance, Oui. deuxième plan. Bon, c'est typiquement une formule macroniste qui, à mon avis, est tout droit issue d'un cabinet de conseil à la McKinsey. Voilà. Et donc moi, je ne crois plus en fait aux incantations des macronistes. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'ils sont au pouvoir et leur modèle ne fonctionne pas. Et là, en fait, je trouve que c'est très symbolique de vouloir s'en prendre à 2 jours fériés et pas n'importe lesquels. En fait, le premier, le lundi de Pentecôte, c'est celui qui presque tend à invisibiliser la culture chrétienne de notre pays. Quant au 8 mai, je trouve que c'est un profond scandale. J'ai même envie de vous dire, c'est un crachat à la figure de ceux qui se sont battus pour notre pays. Vous voyez, moi, je suis très attachée au devoir de mémoire. Je participe à toutes les commémorations, à toutes les cérémonies commémoratives qui ont lieu dans mon département et particulièrement sur ma circonscription. J'ai l'honneur de travailler avec beaucoup d'anciens combattants, beaucoup de porte-drapeaux. Et pour eux, le 8 mai, c'est vraiment un jour de reconnaissance. Un jour de reconnaissance, et en particulier le 8 mai, à l'égard des 60 millions de morts. Vous voyez. Et donc, envisager de supprimer ce jour férié, écoutez, je trouve cela indigne. Il a dit qu'il était en fait. ouvert à l'idée que ça puisse être d'autres jours. Oui, d'accord, donc ça serait quoi, le 11 novembre, c'est la même chose, vous voyez. Enfin, bon, Voilà. on peut les placer où on veut. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est une mesure qui finalement a
n'a pas ou assez peu de conséquences financières pour les Français, qui rapporterait, nous dit-on, environ 4 milliards d'euros aux caisses de l'État qui en ont grand besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que cette idée n'est pas forcément si absurde? Alors, 2 choses que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, cette mesure de suppression des jours fériés, va s'attaquer déjà, aux familles, qui, apprécient ces moments pour se retrouver entre elles. C'est une mesure aussi qui va s'attaquer aux travailleurs, parce qu'en fait, supprimer un jour férié, ça ne s'attaque, ni aux dividendes, par exemple, ni aux revenus fonciers. Donc en fait, on s'attaque une fois de plus au travail. Et là, les 4 milliards d'euros estimés, de gains financiers, je pense qu'on pourrait les trouver ailleurs. Je vais pas tout vous lister parce que notre contre-budget est très riche, notre programme est solide, mais je vais quand même vous donner quelques mesures. Au moins une déjà qui pourrait compenser la disparition de ces 2 jours fériés. Eh bien, c'est notre contribution au budget de l'Union européenne. Vous voyez, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais globalement, on donne aujourd'hui 24 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en redonne 14 milliards. Et en plus, qui nous impose la manière dont on doit dépenser cette somme. Donc, ça veut dire qu'on perd 10 milliards. Et là, le gouvernement envisage d'alourdir la contribution de la France au budget de l'Union européenne d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2 ans. Moi, je n'ai pas l'impression, au regard des dernières élections européennes, que les Français ont voté pour donner plus d'argent à l'Union européenne, puisqu'ils ont massivement voté pour la liste conduite par Jordan Bardella. Donc, en fait, on pourrait déjà faire des économies de ce point de vue-là. Des négociations avec la Commission européenne, ça existe. La France est un pays suffisamment puissant au sein de l'Union européenne. Et donc, je pense que nous pourrions arriver à diminuer notre cotisation et donc à éviter aux Français de perdre 2 jours fériés hautement symboliques. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'Atelier politique. L'atelier politique avec Frédéric Rivière. L'atelier politique avec Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national, députée de la Gironde, émission réalisée par Mathias Golchani. Nous parlions du plan de François Bayrou pour faire face à l'état de nos finances publiques. Le premier volet de ce plan, qui s'appelle donc Stop à la dette, il veut aussi, le Premier ministre, s'attaquer à la question du travail. Nous ne produisons pas assez, a-t-il dit, et il faut réconcilier notre pays avec le travail, avec l'épanouissement au travail. Ça, c'est un sujet de société dans lequel vous pourriez peut-être vous retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a indiscutablement, un certain nombre de sociologues ou de spécialistes de la question en parlent régulièrement. Le mal-être au travail, c'est une chose qui existe et qui sans doute n'est pas très bon pour la productivité. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression que les macronistes créent les conditions d'un épanouissement au travail. Peut-être jusqu'à maintenant. Mais... Oui, jusqu'à maintenant. Alors moi, je souhaite qu'ils changent, mais le problème, en fait, c'est que pendant qu'ils ne changent pas, le temps passe, la situation s'aggrave, le chômage augmente, les entreprises ferment. Vous voyez, moi, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, et malheureusement, hein, d'après les chiffres officiels, eh bien, ce sont 16 entreprises qui mettent la clé sous la porte par jour. Vous voyez, donc en fait, les politiques menées par les macronistes conduisent à cet environnement anxiogène qui fait que les chefs d'entreprise sont inquiets pour l'avenir. Les salariés ont aussi peur de perdre leur emploi. La désindustrialisation est la conséquence directe des politiques menées jusqu'à aujourd'hui. On constate malheureusement une explosion des burn-out. Et oui, le mal-être au travail existe. Et puis aussi, ce qui compte, je pense que c'est... Regardez, nous, l'année dernière, c'est la question en fait, de la valorisation du travail. Beaucoup de nos emplois aujourd'hui sont sous-payés. Et c'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen, à l'occasion de l'élection présidentielle, nous avions proposé une mesure gagnant-gagnant, à la fois pour les salariés, à la fois pour les chefs d'entreprise. Nous voulions proposer aux chefs d'entreprise de mettre en place une mesure incitative, c'est-à-dire une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, moyennant une exonération de charges. Ça aurait permis justement aux salariés de gagner en pouvoir d'achat, aux entreprises de ne pas voir leur compétitivité
affaibli en raison de l'augmentation des charges, et peut-être que tout le monde s'y retrouverait mieux. La compétitivité des entreprises, François Bayrou a voulu s'en préoccuper dans son allocution, puisqu'il a dit tout le monde devra participer à l'effort, mais la compétitivité des entreprises doit être épargnée. C'est un impératif que vous partagez, donc. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait, vous voyez, parce que je me souviens, alors je sais plus Encore si une c'était dans fois, le il budget. annonce un plan à venir, donc, Oui, mais dont on verra il faut... dans un instant que Mais je suis il n'est pas d'accord, certain mais qu'il il puisse faut... le mettre en route d'ailleurs. Mais... Il faut quand même juger les gens à leurs actes. Oui. Je veux dire, M. Bayrou n'est pas arrivé hier au gouvernement. Il a quand même soutenu Emmanuel Macron depuis 2017. Moi, je vais juste rappeler aux chefs d'entreprise qui vous écoutent que Emmanuel Macron avait promis, alors je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans, avait promis une exonération de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui. Il a fallu que le Rassemblement national se batte, monte au créneau à l'Assemblée nationale et soit extrêmement présent sur ce vote, puisqu'en fait Emmanuel Macron avait promis une exonération totale. Finalement, il l'a divisée en 2 et la deuxième moitié, il a voulu même la supprimer. Et grâce aux députés du Rassemblement national, le pire a été épargné. Et l'année dernière, le gouvernement a, du coup par 49.3, a permis la création d'une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe mobilité, qui va être prélevée par les conseils régionaux. Moi, j'ai été alertée par plusieurs syndicats d'entrepreneurs de mon département et de ma région qui disent mais c'est une mauvaise chose parce qu'en fait cette taxe mobilité, finalement, en fait, elle va pénaliser les entreprises qui disposent de plus de 11 salariés. Donc en fait, ce sont les TPE, PME aussi, enfin, vous voyez, ou les ETI. En fait, ce sont les Alors, entreprises. il faut expliciter, c'est TPE, c'est très petites Oui, entreprises. alors c'est pour les PME moyennes, et pour les ETI. Voilà, ça. ETI, Entreprises de c'est taille intermédiaire. intermédiaire. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, vous voyez, en fait, ce sont ceux qui créent de la richesse dans notre pays qui vont être encore plus impactés. Moi, je le dis, avec les conseillers régionaux du groupe de Nouvelle-Aquitaine que j'ai l'honneur de présider, nous avons appelé notre président de région à ne pas appliquer cette taxe. Mais si notre président de région socialiste peut appliquer cette taxe, c'est parce que le gouvernement socialo-macroniste LR lui permet de prélever cette taxe. Alors, il y a un point sur lequel j'imagine que vous devez soutenir l'intention, la volonté du Premier ministre, c'est le renforcement de la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale, la fraude aux aides publiques. Un projet de loi sera déposé, a-t-il dit, à l'automne sur cette question, et 3 parlementaires seront chargés de suivre ce dossier. Vous soutenez François Bayrou sur ce dossier, en non ? fait, oui, c'est exactement notre programme en réalité. Mais moi, je me souviens déjà en fait que Gabriel Attal avait promis une grande loi de lutte contre la fraude. Je n'ai pas l'impression que la fraude ait baissé dans notre pays. Et en fait, c'est pas avec des mesurettes ou avec des promesses qui ne sont pas suivies d'effets qu'on arrivera à lutter efficacement contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Marine Le Pen avait proposé durant l'élection présidentielle la création d'un ministère de la lutte contre la fraude. Et en fait, je pense que la fraude a atteint des sommets dans notre pays. Donc, en fait, il faut une réponse forte. Et je pense que ça passe par la création d'un ministère. Elle est très difficile à estimer, puisque les chiffres Exactement. varient énormément, mais dans tous les cas, elle est importante. Elle est importante. Alors, et dans le cadre de son plan pour relancer la production, ça c'est le plan donc qu'il a baptisé En avant la production, le Premier ministre veut faire moins peser le financement de notre système social sur le travail. Il veut chercher d'autres bases pour le financer. Ça renvoie à cette question qui revient régulièrement dans le débat public sur la différence entre le brut et le net sur la fiche de paye des salariés. Là aussi, c'est un sujet sur lequel vous pourriez le suivre ? Mais en fait, nous, on peut suivre tout ce qui va dans le bon sens. Ouais. Et ça va dans le bon sens, ça ? Est-ce qu'il va nous écouter, en fait ? C'est ça le sujet. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, ils ne nous ont pas écoutés. Et en fait, pendant qu'ils ne nous écoutent pas, on perd du temps. Je me souviens aussi de la promesse de Gabriel Attal de la désmicardisation des employés en France. Mais ça n'est toujours pas arrivé. Et il dit il prétend donc ne pas vouloir faire peser davantage de charges sur notre système social. Mais je vous dis, il faut que ça passe par une lutte efficace contre la fraude. Il faut aussi qu'on s'attaque à, pardon de le dire, mais à l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, c'est-à-dire l'immigration, qui, telle qu'elle est aujourd'hui, avec 500 000 entrées dans le pays chaque année, forcément coûte de l'argent aux contribuables français. Parce que les personnes qui arrivent dans notre pays sont soignées. Donc, il y a l'aide médicale d'État qui bénéficie exclusivement aux clandestins. Mais il y a aussi les soins, il y a aussi l'aide alimentaire qui, par exemple, est accordée. L'aide alimentaire, c'est un étranger sur 2. 50% des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont étrangers. Et donc, vous voyez, en fait, tout ça
finalement, ça pèse sur les comptes sociaux aussi. Je pense aussi au logement social, je pense à l'assistance juridique, l'hébergement d'urgence. Et on regrette malheureusement que les étrangers, en fait, sont sous-représentés dans les employés. C'est-à-dire que les étrangers travaillent moins que les Français et donc forcément cotisent moins. Et donc finalement, c'est pour ça qu'au Rassemblement national, nous sommes fondés à dire que l'immigration coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Oui, alors là-dessus aussi, il y a débat, il y a des rapports contradictoires. Moi, je lis, vous savez, Contribuable associé, qui me semble être Oui, une étude j'ai regardé des choses sur cette sérieuse, étude, elle est remise en cause sur ces méthodes. par les Il y a l'étude de opposants, l'OCDE peut-être. aussi. Ouais. Et là, vraiment, c'est presque une affaire de religion. Regardez, l'OCDE, moi j'ai Certains trouvé disent que ça ne coûte rien ou presque rien. Certains vont même jusqu'à dire que ça rapporte à la France. Non, et d'autres, en effet, disent que ça coûte oui, extrêmement cher. moi je considère que ça coûte. Et vous voyez, vous citiez l'OCDE. J'ai lu un article du coup d'une étude de l'OCDE qui date de 2018, en fait, qui chiffre les aides sociales touchées par les immigrés à 20 milliards d'euros par an. Vous voyez, 6 milliards d'euros pour les minima sociaux, 5 milliards d'euros pour les aides au logement et 9 milliards d'euros pour les allocations familiales. Et nous, avec Marine Le Pen, particulièrement sur les allocations familiales, nous considérons qu'elles doivent être réservées aux Français ou aux familles dont au moins l'un des deux parents est français, parce qu'il n'appartient pas aux contribuables français de financer la natalité mondiale. Alors, la mise en place de toutes ces mesures annoncées, évoquées par François Bayrou mardi dernier est très incertaine, puisque la probabilité d'une censure du gouvernement à l'automne prochain sur le texte budgétaire est tout de même assez haute. En tout cas, si le projet de loi de finances 2026 est présenté tel qu'il a été dévoilé mardi par le Premier ministre, et donc il est fort probable que le gouvernement serait renversé par une motion de censure que, selon toute vraisemblance, les députés du Rassemblement national voteraient. Alors ça dépend. En l'état du texte, seule entité, en voilà. l'état des orientations, voilà, ça dépend du gouvernement lui-même. Le doute est faible. Ça dépend du gouvernement lui-même. Si il accède à nos demandes, c'est-à-dire une baisse du train de vie de l'État, une baisse du coût de l'immigration, l'arrêt des subventions aux énergies renouvelables, la baisse de la contribution à l'Union européenne. En fait, non, mais là, je vous ai cité juste 4 mesures. On en a beaucoup plus, vous voyez. Donc, nous sommes des gens raisonnables. Maintenant, s'il s'entête, évidemment que nous sommes des députés libres et donc nous n'hésiterons pas, s'il s'agit de protéger les Français et de protéger la compétitivité des entreprises françaises, eh bien nous n'hésiterons pas à renverser ce gouvernement. Après, je vais vous dire, la motion de censure, pour nous, c'est pas un instrument que nous prenons à la légère. C'est vraiment un outil institutionnel que nous activerons si c'est notre dernier recours pour protéger les entreprises et les Français. Dans le scénario d'une motion de censure, est-ce que vous souhaiteriez que le président de la République prononce une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, je le souhaite, et d'ailleurs nous le réclamons depuis quasiment un an, parce qu'aujourd'hui, nous avions annoncé l'année dernière, au moment de ces alliances de la honte, que moi j'appelle le barrage anti-républicain, on avait prévenu. On avait dit le pays sera paralysé. Parce que ce parti unique qui va de LR jusqu'à LFI... c'est un peu antinomique, parti unique de LR à LFI. Non, mais c'est exactement ça. Ils se sont désistés les uns pour se faire élire les autres. Donc, vous voyez, en fait, on avait dit il ne pourra rien se passer à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai, l'Assemblée nationale a perdu son temps. On a voté quelques petites lois qui n'ont pas amélioré le quotidien des Français. Par contre, on a perdu beaucoup de temps à voter des lois qui n'ont pas d'impact significatif sur le quotidien des Français. Donc oui, je pense que la dissolution est un chemin pour retrouver un cap, retrouver une vision. Et avec Jordan Bardella, nous sommes prêts à incarner ce changement. Alors, Marine Le Pen dit que s'il y avait une nouvelle dissolution, elle se présenterait quand même, alors qu'en l'état actuel des choses, elle ne peut pas. Après sa condamnation en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen, elle dit qu'elle déposerait une question prioritaire de constitutionnalité. C'est un outil qui est à la disposition dans la Constitution, sur ce sujet de l'exécution immédiate d'une peine d'inéligibilité. Bon, la décision, le résultat de cette décision est très, très incertain. Est-ce que la question de savoir si Marine Le Pen serait encore à l'Assemblée nationale et a fortiori présidente du groupe du Rassemblement national, est-ce que c'était anecdotique pour vous ou est-ce que c'est quand même important ce qu'elle représente et l'impulsion qu'elle donne au groupe ?
Je vais vous le dire sans détour, Marine Le Pen est une chef de groupe remarquable, Ouais. qui, Mais qui est très humaine avec ses députés, qui a un sens politique que je ne connais à aucune autre personnalité politique. Et donc, vous oui, n'avez pas été je député dans souhaite. d'autres groupes. Non, mais alors pardon. Alors, les autres présidents de groupe, Ouais. très sincèrement, je pense qu'ils ne tiennent pas leur troupe. Et c'est vrai que je peux avoir qu'un avis partiel sur les autres présidents Ouais. de groupe à l'Assemblée nationale, parce que comme leurs autres députés, ils ne viennent quasiment jamais à l'Assemblée nationale. Mais Voyez. alors, Alors, du coup, pour finir sur oui, Marine Le Pen, voilà. donc voilà, moi je souhaite qu'elle puisse être candidate. D'ailleurs, elle a dit qu'elle déposerait à nouveau un recours devant la CEDH Oui. en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, puisque là, en fait, son recours en référé a été rejeté. Mais s'il y avait une dissolution, elle pourrait redéposer un recours en référé. Ouais. Mais si jamais, et ça, je pense que c'est vraiment la grandeur de Marine Le Pen, elle l'a dit clairement, si jamais elle ne pouvait pas se porter candidate à une élection législative, eh bien, en fait, ça n'est pas sa condition qui impacterait, qui influencerait sa décision politique, parce que pour Marine Le Pen, ce qui prime, c'est l'intérêt des Français, même si ça passe par son absence à l'Assemblée nationale. Alors, incertitude sur la possibilité de se représenter à l'Assemblée nationale en cas de dissolution, et grande incertitude aussi sur la possibilité de se présenter à la présidentielle de 2027. On parlait au début de notre entretien de la dimension humaine, de l'incarnation d'une personnalité politique, quoi. Est-ce que vous croyez que la figure de Jordan Bardella, qui est aujourd'hui le président du Rassemblement national, soit totalement substituable à celle de Marine Le Pen? Pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration, puisque... On y est quand même à moitié. Non, on n'y est pas Et encore, parce d'ailleurs, qu'on a nos recours. comment dirais-je, la teneur des propos de Jordan Bardella assez régulièrement, on sent bien qu'il est déjà plus ou moins lui inscrit dans cette dynamique. Alors, je vais vous dire, moi j'ai la chance de connaître à la fois Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jordan Bardella est le premier soutien de Marine Le Pen. Je crois qu'il a été extrêmement clair, même pour les personnes qui ne le côtoient pas tous les jours. Il a été extrêmement clair sur le sujet. Il souhaite que Marine Le Pen soit présidente de la République, qu'elle puisse être candidate. Et je vais vous dire, nous sommes tous unis derrière Marine Le Pen, parce qu'en fait, voilà, je vous l'ai dit, c'est une personnalité remarquable. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que si jamais la justice continuait de s'acharner sur nous, et si jamais elle arrivait à obtenir l'inéligibilité de Marine Le Pen, alors que moi, je suis convaincue que Marine Le Pen est victime d'une injustice politique sans commune mesure, eh bien, je veux dire à vos auditeurs que dans tous les cas, la maison Rassemblement national préparerait son candidat, que notre programme serait porté et que les Français auraient un candidat patriote pour les défendre. Et je pense que c'est ce qui est appréciable dans notre parti politique. C'est peut-être pour cette raison que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les personnalités politiques préférées des Français, que le groupe RN à l'Assemblée nationale est le groupe parlementaire préféré des Français, et que le RN est devenu le parti politique des Français qui ne cesse d'accueillir de nouveaux adhérents. Et je me permets de remercier tous ces patriotes qui prennent leur carte au Rassemblement national, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes le premier parti de France avec plus de 130 000 adhérents. Il nous reste un peu moins de 4 minutes, Edwige Diaz, et je voudrais qu'on aborde deux sujets qui sont au carrefour de l'actualité française et de l'actualité internationale. La Cour nationale du droit d'asile a reconnu aux Gazaouis le droit de demander le statut de réfugié en France en s'appuyant sur leur nationalité. Cette décision donc permet à tous ceux qui le souhaitent de déposer une demande d'asile sur le territoire français. Marine Le Pen a dénoncé, je la cite, une folie pure. Est-ce que la situation des Gazaouis ne mérite pas une attention, peut-être une bienveillance particulière, compte tenu de ce qu'elle vit depuis des mois ? Alors, c'est toujours un sujet sensible, parce que bien évidemment, parmi les Gazaouis, il y a des personnes qui souffrent, qui veulent fuir l'idéologie islamiste. Mais je crois qu'attribuer le droit d'asile, qui est une reconnaissance, qui ouvre droit à des droits, si vous me permettez l'expression, je pense en effet que ça n'est pas raisonnable. Parce que tous les Gazaouis, quelle que soit l'idéologie dont ils pourraient être porteurs, pourraient arriver en France. Je rappelle que nous accueillons déjà 500 000 personnes par an, que la Maison France est saturée, et je voudrais pas que ça crée un appel d'air, parce que, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec les Afghans il y a quelques années, qui sont aujourd'hui parmi les nationalités les plus représentées dans notre pays. Je crois qu'on a à peu près 100 000 Afghans qui sont en France, avec malheureusement une surreprésentation de cette nationalité parmi les faits de délinquance. Et donc, je pense en effet que attribuer un droit d'asile simplement
par la nationalité. Je trouve déjà que ça va ouvrir la voie à beaucoup de fraudes et surtout, je trouve que ça expose la France à de nombreux dangers. Il s'agit là d'une décision, non pas de justice, mais une décision idéologique que je souhaite qu'elle soit combattue. Et je m'étonne que les pays du Golfe, qui eux soutiennent, notamment le Hamas, pour certains d'entre eux, eh bien, je m'étonne en fait que ce soit pas vers les pays du Golfe que se dirigent les prétendus réfugiés gazaouis. À la veille du 14 juillet, le président de la République, qui évoquait notamment la menace russe, a dit, je le cite, « Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? Oui, je pourrais être d'accord parce que je pense que c'est une formule de vérité générale. Sauf que dans la bouche d'Emmanuel Macron, ça gêne quand même, vous voyez, parce que je me demande aujourd'hui qui craint Emmanuel Macron, qui pense encore que la France est une grande puissance. Donc voilà, donc c'est vrai que je m'étonne qu'Emmanuel Macron tienne ce genre de propos. Et moi, je considère que la principale menace pour la France, c'est l'idéologie islamiste qui malheureusement est très répandue dans notre pays et contre laquelle nos gouvernements ne font pas grand-chose. Et d'ailleurs, parmi les idées que M. Bayrou pourrait avoir, il pourrait reprendre la proposition de loi de Marine Le Pen qui vise précisément à éradiquer les idéologies islamistes dans notre pays. Éradiquer une idéologie, c'est à peu près mission impossible. Non, parce qu'on peut quand même couper les financements aux associations, on peut lutter contre le prosélytisme. Vous voyez, là, il y a une décision du Conseil d'État qui autorise le burkini sur les plages. Vous voyez, moi, je considère que le burkini, c'est un symbole d'asservissement de la femme, c'est une rupture d'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est surtout un accoutrement qui est promu, qui est soutenu par l'islamisme. Voilà. Merci Edwige Diaz. Merci d'être passé à l'Atelier Politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.